Attention, avant de commencer cette vidéo, c'est important de contextualiser un petit peu le truc. C'est fait dans l'article, mais je préfère commencer par ça, en fait. Parce que eux, ils terminent par ça, mais je trouve que c'est le plus important. Ici, on a une personne qui va critiquer un groupement d'experts qui avait été fait, mais il y a un an, d'accord? Entre-temps, il y a eu des changements. Entre-temps, les acteurs qui ont été pris ne sont plus les mêmes. Donc, tout ça pour dire, faites attention, on va parler d'une situation qui était passée, et aujourd'hui, il se peut qu'elle ait changé. Donc, attention, on va être critique par rapport à une situation, mais qui n'est plus celle actuelle, d'accord? Ok? Donc avant de tirer des conclusions, prenez du recul, regardez ça parce que c'est très intéressant, évidemment, pour notre esprit critique, pour comprendre un petit peu les décisions qui sont prises, mais n'oubliez pas qu'entre-temps, les choses ont changé. Hein. Il y a un an, c'est l'équivalent de il y a 10 ans, hein. En temps de Covid. Voilà. Ceci ayant été fait, on va parler aujourd'hui de Céline Nionois qui est donc de la Fédération des services sociaux, donc qui s'occupe des personnes précarisées, des personnes souvent faibles et qui ont besoin d'aide, enfin faibles, fragiles plutôt on dit, et qui ont besoin d'aide, et qui va donner son expérience dans le premier groupe d'experts qui avait été formé, le GES, pardon, donc moi je l'appelais le GIS parce que ça me faisait rire de dire le GIS, mais je sais pas comment ça se dit. On est face à une situation qui nous dit de déplacer nos cadres et d'agir. C'est une vidéo très commentée et partagée sur les réseaux sociaux ces derniers jours, et elle le sera encore certainement aujourd'hui à l'approche d'un nouveau comité de concertation. Donc parce que l'article est sorti hier, effectivement, mais hier, avec ce qui m'était arrivé, j'avais vraiment pas la tête à faire ça, à faire une vidéo. Cette vidéo, c'est le témoignage de Céline bon bref, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, sur son expérience au sein du GES, groupe aujourd'hui dissous en charge de l'exit strategy, la stratégie de déconfinement. Céline Nionois y explique son vécu au sein de ce groupe d'experts chargé de conseiller nos responsables politiques pour gérer au mieux la stratégie de déconfinement durant les premiers mois de l'épidémie. Un témoignage qui égratigne les ministres de l'époque. Donc à l'époque on avait un autre gouvernement, à l'époque on avait des ministres différents, c'était un gouvernement fait d'urgence, un gouvernement de remplacement, le temps de créer un vrai gouvernement, donc un gouvernement avec un accord de coalition bancal et qui finalement n'avait pas beaucoup de pouvoir décisionnaire, si ce n'est qu'il devait à chaque fois voir tous les partis, et c'était ça qui était chiant, c'est qu'il fallait qu'ils se mettent d'accord avec les principaux partis, enfin la plupart des partis du pays en fait. Sauf, il me semble, les deux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite. Il est important de préciser que ce témoignage porte sur le vécu de Céline Nionois au sein du GES, qui n'existe plus aujourd'hui. Ce groupe d'experts a été remplacé par le GEMS, groupe d'experts de stratégie de crise pour la Covid-19, tout comme le gouvernement de l'époque n'est plus le même que celui d'aujourd'hui, emmené par Alexander De Croo. Et ben tiens, ils le disent finalement au début. Je l'avais lu à la fin, mais bon bref. Cette vidéo a été diffusée sur le groupe Facebook de la Fédération des services sociaux à l'initiative de l'ABCDR de la transformation sociale avec un entretien mené par Zine TV. Par le passé, Céline Nionois avait déjà dévoilé et dénoncé le déroulement des réunions entre les experts du GES et les ministres en charge du premier déconfinement. Il y a la vidéo en entier ici, vous pouvez la regarder quand vous voulez, évidemment, tous les liens sont dans la description. Dans ce témoignage, Céline Nionois commence par expliquer comment elle a été contactée par Sophie Wilmès, alors Premier ministre. Sophie Wilmès, qui est une politicienne MR, donc de droite. Elle raconte la précipitation dans laquelle elle a dû décider de faire partie ou non du groupe d'experts. Je ne savais pas s'ils avaient proposé à d'autres personnes ou s'ils avaient d'autres alternatives. Je me suis dit qu'il fallait que je fonce. C'est surtout qu'aussi, ils ont dit, vous avez 10 minutes pour choisir, parce que dans 10 minutes, nous, on balance comme ça notre communiqué de presse, donc vous avez 10 minutes pour choisir. Donc du coup, bah, elle était là en mode, bon bah écoutez, je vais... hein. Ok. Évidemment, c'est sa propre expérience, hein, je le rappelle quand même s'ils l'ont déjà dit, donc voilà, attention.
Le décalage. Elle témoigne d'un décalage entre les rapports des experts et les attentes des ministres. La question des ministres était totalement décalée. Chaque ministre arrivait avec ses questions, et je ne suis pas certaine qu'ils avaient lu nos rapports. Leurs préoccupations étaient liées à leur entourage, aux pressions qu'ils avaient, aux lobbies qui étaient là derrière. C'était presque sans aucune décence de demander quand on pourrait rouvrir Francorchamps, qui est une, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se trouve à Spa, et qui est une grande piste de course de voitures, ou quand les courses hippiques allaient pouvoir reprendre, ou les parcs d'attractions. On était totalement décalés parce que nous étions totalement concentrés sur les points liés à la santé et sur la population, et eux étaient concentrés sur les groupes de pression et les lobbies. Et c'était sans emballage. Ça a été très fort critiqué lors du premier groupe d'experts. Déjà, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, même les experts eux-mêmes critiquaient le fait qu'il y avait un rapport de force hyper malsain, puisqu'il y avait autant d'économistes, donc de personnes représentant l'économie, d'experts. Donc, c'est comme s'ils faisaient le même poids. Et, en plus, il y avait une seule personne, et c'était elle, qui représentait les acteurs sociaux. Donc, en fait, si on devait se mettre dans la mentalité du conseil de l'époque, l'économie avait la parole, enfin, l'opinion de l'économie avait autant d'importance que l'opinion des experts, et l'opinion des personnes les plus fragiles n'avait qu'une moindre importance, puisque du coup, ils étaient sous-représentés, en fait. Céline Niwonois déplore aussi la communication du Conseil national de sécurité de l'époque. À aucun moment on évoque la difficulté de ce confinement pour toutes les personnes précarisées. Qu'au moins, si le gouvernement n'annonce rien, nommé qu'il prend la mesure de ce que c'est que de vivre dans un 30 mètres carrés, qu'il prend la mesure de ce que c'est que de rester derrière la caisse du supermarché, qu'il prend la mesure de ce que c'est que d'être sur le terrain quand on est mal équipé et qu'on a peur pour sa santé. Et rien. Ça avait été aussi fort critiqué, et c'est pour ça que je trouvais en fait ce témoignage extrêmement intéressant, c'est parce que ça fait écho à énormément de choses que j'avais entendues à l'époque, et énormément de critiques qui fusaient, et qui balayaient en disant « Mais non, ce n'est pas vrai, on fait attention à tout le monde, etc. » Mais comment voulez-vous faire attention à tout le monde alors que on n'a pas un rapport de force équivalent? Et vous savez, c'est pas juste une question non plus de peut-être qu'ils avaient trois experts, peut-être qu'ils avaient trois économistes. Enfin, je dis économistes, mais je fais un raccourci pour qu'on comprenne mieux. Hein. C'était aussi des patrons d'entreprise, etc. Des représentants de la fédération des indépendants, etc. Enfin bon, bref. Mais si on a par exemple 3 patrons d'entreprise contre 3 experts, même si vous donnez plus de crédit à ce que disent les experts, psychologiquement en fait, et ça socialement, on le sait, le fait qu'il soit 3v3, 3 contre 3, ça fait que malgré tout, vous allez les entendre autant que les experts en fait. Votre cerveau va quand même être plus influencé que si le gars était par exemple tout seul. Voilà. S'il y avait 3 experts et un gars tout seul pour représenter les économies, un économiste par exemple, eh bien là, en fait, psychologiquement, vous seriez probablement plus enclin à accepter des choses des experts que de l'économiste. Alors que là, quand c'est égal, votre cerveau, il va prendre la mesure et dire « Bon, bah ok, j'entends 3 voix par là, 3 voix par là », et ça peut influencer sur les décisions. Économie versus social. On redécouvre la confrontation entre les experts de l'économie et ceux de la santé et le peu de place laissée au social. Céline Niwonois explique comment les experts économiques l'accusaient d'avoir un agenda politique. Il n'y a pas de place pour parler de toutes ces personnes précarisées, parce que quand on parle de la pauvreté, on est dans la politique. Argument qu'elle retournera aux économistes. Or, en fait, bien sûr que en fait, c'est un peu ce que je disais avec McFly et Carlito. C'est vrai qu'évidemment, la pauvreté, c'est politique comme plein de choses sont politiques, comme l'économie devrait être politique, d'ailleurs. Et comme par exemple, ils l'ont souvent souligné, hein, mais les décisions des experts, les décisions du gouvernement suite aux consultations des experts, est politique, évidemment. Dès qu'on touche, en fait, je vais le dire un peu comme ça, mais dès qu'on touche à la communauté, c'est politique, en fait. Donc... dire « Ah ouais, c'est de la politique, ce que vous faites là, c'est de la politique », mais évidemment, et les gens qui... voilà, le fait qu'il y ait plus d'économistes, c'est aussi de la politique. Parce que protéger les enjeux économiques, et en plus, qui plus est, certains enjeux économiques, parce que visiblement on ne parlait même pas des indépendants, par exemple, qui ont souffert énormément de la crise sanitaire. Est-ce qu'on parlait des restaurateurs? Est-ce qu'on parlait des... Non, je ne sais même pas, je ne suis même pas sûr que quand ils parlent d'économie, ils parlaient vraiment de la... Je vais dire un peu comme ça, mais de la microéconomie, donc les petits indépendants et...
titre macroéconomique la plupart des entreprises finalement. Il parlait peut-être d'intérêt de certains, puisque, d'où je tire cette information, d'où le fait que, quelle est ma logique, c'est que s'il parlait de Francorchamps, des parcs d'attractions, etc., c'est que visiblement, il ne se préoccupait pas des restaurants et, j'invente, mais ou du libraire du quartier, quoi. Une confrontation permanente entre les idées économiques, sanitaires et sociales qui la pousse à envisager de se retirer du GIS, je dirais ça comme ça. C'est toute ma crédibilité qui était en jeu. C'est comme pour Johnny Theis, le représentant des patrons. Si au bout de 3 semaines, il n'a pas de résultat pour l'économie, imaginez sa crédibilité auprès des patrons. On va se demander ce qu'il fout autour de cette table. J'ai dit à la première ministre que pour moi, c'était la même chose. Ça faisait 3 semaines que j'étais autour de la table et à aucun moment, la population n'a pu ressentir qu'il y avait les enjeux du social et de la santé mentale dans les rapports, que le groupe d'experts les portait de manière solidaire à bout de bras. Et donc j'ai dit à Sophie Louis-Mess que j'allais devoir parler. J'ai ressenti qu'il fallait que la population sache qu'on pensait à toutes leurs préoccupations dans les rapports. Céline Niewenois décide alors de s'ouvrir à la presse, ce qui a permis d'avoir un peu plus d'attention de la part du gouvernement sur les points sociaux et de santé mentale. Ces déclarations dans la presse créent des tensions et rajoutent une couche de fatigue. Ça en rajoute une couche à la fatigue, mais tant que l'adrénaline est là, on tient. Impact sur la vie privée. La secrétaire générale de la Fédération des services sociaux ajoute que son expérience au sein du GIS l'a marquée au niveau privé. Elle raconte la difficulté de son rôle et l'impact sur sa santé mentale et sa vie personnelle. J'étais devenu incapable d'écouter les gens, à la fois à cause de la fatigue et aussi parce que j'estimais que les gens n'allaient pas suffisamment vite à l'essentiel et parce que tout me semblait être un détail par rapport à l'enjeu de ce qui était devant moi. Évidemment, c'est le témoignage d'une personne, donc on va prendre du recul, hein, évidemment. Tout ce qu'elle dit là, toutes les critiques qu'elle fait, on peut bien sûr prendre ça avec des pincettes, et c'est à titre indicatif. Maintenant, ce qu'elle dit, certains points qu'elle dit, me semblent être vraiment en ligne droite par rapport à ce qu'à l'époque, et même aujourd'hui avec le recul, les analystes disent et pensent. Et donc, c'est pour ça que je me permets de le relayer, mais évidemment, si vous avez d'autres informations, si vous avez d'autres avis, opinions, n'hésitez pas, je le répète à chaque fois, mais à le mettre en commentaire. L'argent reste maître. Elle tire enfin le bilan de son expérience au sein du GIS. Je savais qu'on était dans une société où l'argent est maître, où c'est le capital, la productivité qui fait avancer le pays et qui décide presque à la place du politique. Je le savais théoriquement, je l'avais lu et étudié, et là je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai senti, je l'ai observé, et j'en ai été bouche bée que ce soit si réel, si vrai, et que le pognon était maître pour les ministres du fédéral, parfois même au prix de la santé. À quand le changement ? Nous avons contacté Céline Niewenois qui tient à rappeler que son témoignage concerne les réunions du GIS du premier semestre de 2020 et non pas les réunions d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est hyper important. Une situation différente à une époque différente et des interlocuteurs différents. Elle insiste cependant sur un point. Quand on regarde la situation aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on est face à un virus qui nous dit de déplacer nos cadres et d'agir. Et pourtant, rien ne se passe. Quand entamera-t-on le changement ? Actuellement, on n'imprègne pas dans la population les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés là. Il n'y a pas de réflexion, c'est inquiétant. Tout le monde continue de défendre son petit bout de steak. Que ce soit les politiques, les experts et même la population tombent dans les mêmes travers. Rien ne change et c'est inquiétant. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est ça qui est marrant, c'est que là-dessus je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Je trouve qu'au contraire, et tant mieux, parce que du coup ça va donner un peu une note positive, et ça va peut-être aussi permettre justement de recontextualiser le tout. Vous voyez, vous pouvez dire votre opinion en commentaire, et ben moi, je me permets aussi évidemment de dire mon opinion en vidéo. Là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec elle, je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives qui ont bougé, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en évidence, et notamment le fait... Par exemple, concernant le chômage, on se rend compte à quel point il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le chômage et qui, avant ça, critiquaient le chômage en disant que ça ne servait qu'aux profiteurs et qui, aujourd'hui, par exemple, se disent que quand même le chômage, c'est de la grosse merde et que ça ne permet pas à quiconque de pouvoir se rattraper parce que, effectivement, c'est compliqué. Je vois le nombre de gens, parce qu'il y en a plein qui gagnent seulement le 3/4 de leur salaire, alors qu'avant ils avaient un salaire plein, et qu'avec leur salaire plein ça allait, mais comme ils ont que le 3/4 maintenant, ils se retrouvent dans la sauce à devoir faire des économies, alors qu'avant ils n'avaient pas à le faire. Je vois aussi qu'au niveau, je le dis encore, hein, c'est mon opinion, mais je trouve que oui effectivement tout le monde essaye encore de défendre son petit bout de steak, et on voit que le débat n'a pas encore vraiment pris la place publique, mais pour moi c'est vraiment des braises qui sont en train de
brûler, quoi, de brûler les bûches. C'est qu'en fait, là, on est encore en période de crise, les gens essayent de s'en sortir comme ils peuvent, les gens mordent sur leur chic, les gens font tout ce qu'ils peuvent pour surpasser un peu cette crise. Et pour le coup, je pense que ça va vraiment commencer à brûler, en fait, dès que ça va se relâcher, en fait. Dès que tout à coup, les gens vont pouvoir retourner en rue, que les gens vont pouvoir à nouveau travailler, etc., et qu'ils vont s'en rendre compte que, ben, tout ce qui nous a amené aux conditions d'aujourd'hui, c'est probablement des décisions qui ont été prises auparavant. Et encore une fois, je le dis, hein, mais pour moi, la question, ce n'est pas est-ce que ces décisions, ce n'était pas forcément plutôt, est-ce que c'était des décisions de droite ou de gauche? Pour moi, vraiment, la question, c'est plutôt, est-ce qu'on a fait les bons choix au bon moment? Est-ce que les réflexions ont été constructives ou non? Je le rappelle, mais pour moi, il n'y a pas de droite maléfique ou il n'y a pas de gauche maléfique. Il y a, dans le monde, en fait, il y a une espèce d'équilibre qu'on doit atteindre entre la droite et la gauche. Et c'est pour ça qu'il y a des opinions de droite et de gauche, et qui sont représentées d'ailleurs dans les gouvernements. Et pour moi, c'est dès qu'on va trop d'un côté ou dès qu'on va trop de l'autre, eh bien, c'est là où on se plante. Et là, clairement, en ce moment, c'est vrai qu'on s'est vachement bien planté, hein, au vu du nombre de personnes qui se retrouvent en situation précaire. C'est compliqué. Bref, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker, disliker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.